Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La ACA présente son rapport d'activité au vice-président Temoko Meliette Kone. Il contient 11 grands chapitres. Ce rapport d'activité 2022 de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle évoque entre autres le nouveau cadre légal de la régulation et ses implications. Le vice-président salue la qualité du travail de la ACA. Et la Côte d'Ivoire adapte son système d'immatriculation des véhicules aux normes internationales. Le ministre des Transports, Amadou Koné, vient de lancer l'opération. Ce système prévoit la mise sur le marché de nouvelles plaques d'immatriculation afin de remédier, entre autres, aux doublons de numéros. Et la Côte d'Ivoire organise le 2 septembre prochain le double scrutin municipal et régional. La phase des réclamations et du contentieux est ouverte ce jeudi 1er juin pour 10 jours. On évoquera le sujet dans le dossier politique de ce 20h. Quels enjeux entourent les réclamations, les contestations et les litiges? Réponse tout à l'heure. Et enfin au Sénégal, le verdict est tombé aujourd'hui. L'opposant Ousmane Sonko écope de 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Les faits de viol et de menaces de mort n'ont donc pas été retenus. La propriétaire du salon de massage a été condamnée à 2 ans de prison ferme pour incitation à la débauche. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Heureuse de vous retrouver. La ACA présente son rapport d'activité au vice-président Temoko Meliette Kone. Il contient 11 grands chapitres et ce rapport d'activité 2022 de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle évoque entre autres le nouveau cadre légal de la régulation et ses implications. Et le vice-président Temoko Meliette Kone a salué la qualité du travail de la ACA. Peut-on tout dire sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire? Y a-t-il des limites à la liberté d'expression sur ces plateformes utilisées par les blogueurs et les influenceurs? Que dit la loi au juste à ce sujet? Eh bien, la ACA, la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, a décidé d'éclairer la lanterne des producteurs de contenu numérique. Le procureur de la République, Adou Richard Christophe, a été invité donc pour expliquer la loi encadrant ce support de diffusion et il a présenté les limites de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, nous rapporte Didier Nguessan. La diffusion de contenu audiovisuel en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, est souvent sujette à des dérives de toute nature. Le régulateur, la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, ACA, instruit les blogueurs, activistes, influenceurs et journalistes numériques sur leur rôle et leurs responsabilités telles que régies par la loi numéro 2022-979 du 20 décembre 2022. Il est de bonne loi que cette haute autorité qui est en charge de la régulation de tout ce qui est contenu audiovisuel en ligne puisse réunir tous les acteurs pour essayer de sensibiliser, d'expliquer cette nouvelle loi. La ACA entend prévenir les contenus inappropriés, les fake news, les discours de haine, les diffamations pouvant même porter atteinte à la démocratie. Tout acte infractionnel sera puni. C'est quoi la responsabilité pénale? C'est l'obligation légale de répondre de ces actes infractionnels en subissant la rigueur de la loi pénale. Elle peut être une peine d'emprisonnement, comme elle peut être une peine d'amende. Donc, quand c'est l'emprisonnement, on est bien d'accord que la personne perd sa liberté. Quand c'est une peine d'amende, on frappe plutôt au portefeuille. À l'issue de cette rencontre, il est prévu l'adoption d'une charte des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Le numérique et les réseaux sociaux ne constituent pas un espace de non-droit et la future charte en devra renforcer son usage à bon escient. Voilà, et la Côte d'Ivoire qui renforce son dispositif légal en matière de gestion et des ressources en eau, des sanctions allant de 10
à 20 ans d'emprisonnement et une amende de 500 millions à 100 milliards de francs CFA sont établis pour toute personne coupable de déversement ou d'enfouissement de déchets dans un bassin du littoral national. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a obtenu le vote à l'unanimité des députés membres de la Commission de la recherche, de la science, la technologie et l'environnement. La session s'est tenue ce mardi dernier. Konaté Moussa pour le reportage. Le projet de loi portant code de l'eau, dans son article 143, stipule que quiconque procède ou fait procéder au stockage, à l'enfouissement et au déversement sur le bassin sédimentaire du littoral national de déchets ou délivre une autorisation de telles activités est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans et d'une amende de 500 millions à 100 milliards de francs CFA. Le texte présenté par le ministre des Eaux et Forêts est adopté à l'unanimité par les députés en commission. Par manque, n'est-ce pas, de dispositions réglementaires, souvent nous n'arrivons pas à sévir lorsque dans des endroits des contrevenants posent des actes qui mettent les populations en difficulté. Et avec cette loi qui vient d'être votée à l'Assemblée, qui va passer au Sénat, nous espérons avoir un instrument pour pouvoir travailler dans les bonnes conditions. La gestion des ressources en eau demeure une réelle préoccupation pour l'État de Côte d'Ivoire. L'ancienne loi portant code de l'eau date de décembre 1998. L'amélioration de ce dispositif légal est apparue nécessaire. Vous voyez, on parle d'orpaillage clandestin. En 1998, on ne parle pas d'orpaillage. Mais comment on adresse le problème de l'orpaillage qui pollue les eaux? Et comme vous le savez, l'eau étant source de vie, avec ces pollutions que nous enregistrons, nous sommes complètement démunis parce qu'il n'y a pas de réglementation qui nous permette de sévir ou des dispositions réglementaires qui nous permettent d'agir. Donc tous ces éléments ont été mis ensemble et nous avons adapté la loi de 1998 en prenant en compte toutes ces préoccupations. Le projet de loi portant code de l'eau prévoit également la mise en place de plusieurs organes de gestion des ressources en eau, entre autres le Comité national de l'eau et de l'assainissement et l'Agence nationale des ressources en eau. Voilà, et dans l'autre chambre du Parlement, Ayam Sokro et le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a exposé devant les sénateurs réunis en commission également, et il s'est prononcé sur le projet portant ratification de l'ordonnance modifiant le Code du travail. Il a partagé la vision de notre pays sur l'égalité homme-femme dans le monde du travail. Kader Sogodogo. Parité homme-femme dans l'économie. Une ordonnance qui résulte de l'implication de tous les acteurs du monde du travail avait été prise par le président de la République. Elle régule les insuffisances relevées lors de la pandémie de la COVID-19 et est conforme aux attentes du Millennium Challenge Corporation MCC. Le temps de la soumettre au Parlement est arrivé. C'est tout le sens de la présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale au Sénat. Le président de la République a instruit le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale d'apporter des modifications qui sied aux conséquences de la Covid que nous avons connue. Les femmes et les hommes ont une égalité d'accès à l'emploi. Même diplôme, même salaire, même emploi. La seule dérogation aujourd'hui, c'est qu'une femme qui est en état de grossesse ne peut pas exercer un emploi qui ne soit pas compatible avec son état de grossesse. C'est la seule restriction. Donc je suis content. Je suis heureux pour les femmes parce que c'est quelque chose que nos mamans, nos sœurs attendaient et le président de la République vient de le leur offrir. Après l'exposé des motifs et des échanges pour une meilleure compréhension, la Commission des affaires sociales et culturelles, présidée par le sénateur Kofi Michel Benoît, adopte à l'unanimité le projet de loi de ratification.
Et la Côte d'Ivoire est d'accord avec le PGGouv qui est en cours. La mise en œuvre du programme Jeunesse du gouvernement se poursuit donc. Le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique ainsi que la société Palmsi viennent de s'accorder pour former et insérer 1 millier de jeunes dans les domaines de la maintenance automobile, du bâtiment et de la sûreté. La formation est financée à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA, nous rapporte Rally Diomandé et Sephora Zegui. Une enveloppe de 1,118 milliard de francs CFA consacrée à un nouveau projet de formation-insertion au profit de 1104 jeunes. C'est le fruit d'un partenariat entre le ministère de la Jeunesse et la société agroalimentaire Palmsi, dont la contribution financière s'élève à plus de 686 millions de francs CFA. Le programme concerne les domaines de la maintenance automobile, l'usine, la sûreté et le bâtiment. La cible, c'est les jeunes âgés de entre 16 et 40 ans, du niveau CM, CM2 à la terminale. Ces formations se font sur les sites de production de Palmsi, notamment à Grand Lahou, à Boisseau et à San Pedro. Les jeunes seront, logés sur ces différents sites-là. Oui, nous souhaitons le réaliser en collaboration avec le ministère de la Jeunesse. Nous souhaitons apporter ce souffle nouveau-là à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Aider un jeune en détresse, c'est bien. Offrir un emploi, c'est encore mieux parce qu'on lui permet d'être autonome. Le ministre de tutelle salue l'approche citoyenne de l'entreprise partenaire qui prend ainsi une part active dans la mise en œuvre du programme jeunesse du gouvernement PGGouv 2023-2025, dont l'objectif à terme est l'insertion de 1 500 000 jeunes. Au nom du Premier ministre du gouvernement, réitérer donc nos remerciements à Palmsi pour cette importante contribution à l'année de la jeunesse. Nous allons continuer à mobiliser le secteur privé qui doit jouer un rôle central sur les questions de formation et d'insertion des jeunes. Je voudrais aussi profiter donc de cette tribune pour lancer un appel à tous les jeunes qui s'inscrivent massivement donc à ces différents programmes. Les inscriptions en ligne pour ce nouveau programme de formation s'ouvrent dès le 5 juin prochain sur le site web de l'Agence Emploi Jeunes. Elles s'achèveront le 19 juin prochain. Le démarrage des formations est prévu le 3 juillet 2023. Et il y a un autre grand défi que veut relever notre pays. La Côte d'Ivoire veut stopper ou tout au moins réduire sa dépendance en lait et dérivés. Une dépendance estimée à 83% selon le ministère des Ressources animales et halieutiques. Eh bien, pour atteindre cet objectif, notre pays, la Côte d'Ivoire, veut s'inspirer de l'expérience hollandaise. Le ministère des Ressources animales et halieutiques vient justement donc de signer un protocole d'accord avec une entreprise hollandaise. Dangui pour le reportage. Le lait ne coule pas en Côte d'Ivoire. La production nationale est estimée à seulement 34 109 tonnes équivalent lait, alors que le besoin national, lui, s'élève à environ 179 000 tonnes équivalent lait. Conséquence, le pays dépend fortement de l'extérieur en lait et produits dérivés à 83% selon le ministre des Ressources animales, ce qui représente une sortie de devises de près de 43,34 milliards de francs CFA par an. C'est pour réduire la dépendance de la Côte d'Ivoire en lait et produits dérivés que le ministère des Ressources animales et halieutiques a signé un protocole d'accord avec Freeland Campina, un groupe hollandais spécialisé dans la production du lait et des produits dérivés. Ce programme va mobiliser à travers des échanges de bonnes pratiques, aussi bien au niveau des fermiers laitiers, du personnel d'encadrement du ministère, des universités, qui sont de façon ultime les praticiens de ce secteur laitier en Côte d'Ivoire. Cette tâche est longue et ardue. Il nous faudra faire preuve de beaucoup de rapidité, en même temps que de patience, pour réaliser cette vision à long terme. En signant cette convention, Freeland Campina et mon département ministériel confirment que le combat pour la sécurité alimentaire et l'amélioration des revenus des acteurs de la filière lait continue. Et c'est ensemble que nous engrangerons en tout cas des résultats importants pour l'intérêt de tous. Ce groupe est une coopérative laitière de plus de 20 000 agriculteurs membres qui se répartissent entre le Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique.
La Côte d'Ivoire fait la promotion de la bonne gouvernance. 17 nouveaux administrateurs, dont 5 femmes, viennent d'être certifiés pour l'UEMOA. Et ils sont issus de l'INAD, l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Leur mission est d'œuvrer à la performance et à la pérennité des entreprises. Ces administrateurs certifiés pour l'UEMOA constituent la deuxième promotion présentée par l'INAD, nous dit Léon Brou. Ces diplômes qu'ils reçoivent les certifient au plus haut standard dans le respect des valeurs d'excellence, d'éthique, d'équité, d'intégrité et de redevabilité. Ces 17 hauts cadres, dont 5 femmes, deviennent ainsi des administrateurs de société dans l'espace UEMOA après validation de l'examen de clôture des 6 mois de formation à l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, en abrégé INADCI. Pas un seul module ne nous a épargné les termes gouvernance et surtout bonne gouvernance. Tâchez de vous dire que vous portez surtout la responsabilité d'honorer ce certificat très distingué. Concrètement, ces diplômés sont rompus aux bonnes pratiques en matière de gestion et de gouvernance d'entreprise. Au sein donc d'un conseil d'administration, ils constituent en amont des sentinelles de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption pour ainsi optimiser la performance et la pérennité des sociétés. Nous mesurons tous l'importance de la formation visant à créer un vivier de hauts cadres certifiés. À ce titre, les programmes de l'INADCI méritent d'être soutenus et encouragés. La professionnalisation du métier d'administrateur est en effet une réelle opportunité de renforcer et de traduire en actes la volonté du président de la République de faire donc de la triptyque bonne gouvernance, lutte contre la corruption et intégrité un des piliers clés de l'activité gouvernementale. Ces 17 nouveaux administrateurs certifiés de sociétés de la zone UEMOA forment la deuxième promotion de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, une promotion baptisée Ahmed Cissé, du nom du président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Voilà, et la Côte d'Ivoire travaille, adapte son système d'immatriculation de véhicules aux normes internationales. Le ministre des Transports, Amadou Koné, vient justement de lancer cette opération. Comme vous le voyez sur ces images, ce système prévoit la mise sur le marché de nouvelles plaques d'immatriculation afin de remédier aux difficultés liées aux fausses plaques d'immatriculation en circulation, aux doublons de numéros et à la détérioration rapide des plaques. La coopération ivoiro-américaine se renforce notamment au plan sécuritaire. Justement, suite à sa mission de travail aux États-Unis, le ministre Vagondo Diomandé reçoit l'ambassadrice américaine dans notre pays. Les États-Unis s'engagent aux côtés de la Côte d'Ivoire dans plusieurs défis sécuritaires, surtout ceux liés à la lutte contre le terrorisme. Walter Madou Ouattara. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Accueilli dans cet immeuble tellement beau est vraiment une expression de l'importance de la sécurité. Au plan sécuritaire, un tour d'horizon de la bonne collaboration entre les USA et la Côte d'Ivoire a été abordé. Le partenariat est déjà en marche dans le cadre de la lutte contre le terrorisme avec l'exercice militaire Flintlock. La confiance va être renforcée. Travailler ensemble pour la sécurité des Ivoiriens, pour les Américains et pour la région. Et donc, on a vraiment pu échanger sur ce partenariat, cette confiance et que tout ce que nous avons déjà fait et que tout ce que nous allons faire ensemble. J'ai donné l'exemple de la police de proximité. Nous sommes en train de travailler avec le ministre pour voir comment on peut encourager les autres pays dans la région pour élargir ce modèle. L'hôte du jour affirme être marqué par la vision du ministre Vagondo Diomandé, pour qui la question de la sécurité n'est pas de prime abord axée sur l'armement excessif, mais sur la valorisation de la parfaite complicité population-police nationale. Des échanges d'expériences et de formations de façon bilatérale sont annoncés.
Et dans l'actualité nationale, notez également que ce jeudi 1er juin, la phase des réclamations du contentieux électoral est ouverte et cette phase va durer 10 jours. 10 jours au cours desquels la CEI va réceptionner toutes les requêtes des électeurs. Voilà, la Côte d'Ivoire donc se prépare à organiser le double scrutin municipal et régional. C'est le 2 septembre prochain. Et le processus électoral est en cours. La phase des réclamations et du contentieux est ouverte depuis ce jeudi 1er juin, je viens de le dire. On évoque donc le sujet dans le dossier politique de ce 20h. Quels enjeux entourent les réclamations, les contestations et les litiges qui peuvent survenir lors de cette étape clé du processus électoral dans notre pays. Pendant 10 jours donc, les équipes de la CEI vont recevoir toutes les requêtes. Les électeurs ont donc 10 jours pour dénoncer d'éventuelles irrégularités sur la liste électorale. Dans ce dossier politique, notre reporter Sidonie Davila évoque entre autres les attentes des parties prenantes. C'est le lieu ici de paraphraser M. Jean de La Fontaine dans la fable « Le laboureur et ses enfants » pour dire que maintenant que vous avez la liste électorale entre vos mains habiles, de ça, de là, creusez, fouillez et bêchez, traquez l'irrégularité et d'éventuelles fraudes. Ne laissez nulle place où le filtre de la rigueur ne passe et repasse pour bouter hors de notre liste électorale tout ce qui peut affecter sa crédibilité. Des irrégularités pouvant affecter la crédibilité de la liste électorale, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire dit en avoir décelé. Le PPAC les a évoqués lors d'une conférence de presse. Nous avons ainsi sur notre liste électorale des électeurs qui ont entre 3 ans et 170 ans. Nous avons pu constater la présence sur la liste électorale de notre illustre Bernard Dadier, décédé il y a pourtant 4 ans. La phase des réclamations et du contentieux démarre ce 1er juin pour s'achever le 10 juin prochain. Pour la CEI, elle est l'occasion de prendre en compte toutes les observations et autres requêtes qui pourraient être faites sur la liste électorale provisoire. Nous affichons la liste, ou bien vous avez consulté la liste en ligne par SMS, vous vous rendez compte que vous n'y êtes pas, ou bien qu'il y a des erreurs, vous venez faire une réclamation. 3 types de réclamations. Réclamation en inscription, et là je voudrais préciser que pour cette réclamation, c'est pour les personnes dûment enrôlées qui sont venues se faire recenser et qui ne se retrouvent pas sur la liste, avec le récépissé d'inscription. Autre objet de réclamation, c'est vous vous rendez compte sur la liste, après l'avoir consulté, qu'il y a une personne qui figure qui n'a pas le droit, selon vous, d'y figurer. Soit parce qu'elle est déchue de ses droits civiques et politiques, soit là parce qu'elle est radiée. Vous venez faire une réclamation en radiation. Troisièmement, vous venez, vous rendez compte que votre nom y est, mais il y a des erreurs. Vous venez faire une réclamation pour corriger. Le contentieux est encadré par plusieurs articles, dont le code électoral et le décret d'application. Ce que nous faisons, nous le faisons en application des textes. Et vous verrez que l'article 11 du décret du 9 novembre 2022 décrit parfaitement les différentes étapes avant la production de la liste électorale provisoire. Nous avons le code électoral, mais nous avons aussi le décret d'application, principalement qui fixe les modalités de cette révision de la liste électorale. Une fois que la réclamation est portée donc, de façon administrative devant la commission électorale et que la commission électorale donne son avis sur la question, cet avis ne s'impose pas à l'électeur qui est libre de l'accepter ou de considérer qu'il n'est pas d'accord et qu'il exerce le recours contre cette décision. C'est ce recours-là qui va faire devant les tribunaux que moi je nomme le recours contentieux proprement dit. Le contentieux, cette autre étape aussi importante de la révision de la liste électorale, intervient après l'affichage de la liste électorale provisoire dans les 10 852 lieux de vote que compte le pays. Depuis le dimanche 29 mai dernier,
Début officiel de l'affichage, chaque électeur est appelé à se rendre sur son lieu de vote pour y vérifier ses données biographiques et alphanumériques. Voici mon nom, Amiens Lydie Solange, épouse Assamoah. Très heureuse d'avoir trouvé mon nom sur la liste. Ça va me permettre de voter. Les listes publiées le resteront jusqu'à l'arrêt de la liste électorale définitive. En plus de l'affichage, la CEI a prévu d'autres moyens de vérification des informations personnelles, notamment par voie de SMS, étoile 919 dièse, ou par le moyen du site web www.cei.ci. Le 20 mai dernier, la CEI remettait sur support numérique aux partis politiques la liste électorale provisoire. Au cours de cette rencontre, les différentes parties prenantes au processus électoral ont exprimé leurs attentes. Nous attendons de la CEI que ces réclamations soient traitées de façon impartiale, qu'il n'y ait pas d'arbitraire. Et nous faisons confiance à la CEI. On attend surtout que véritablement tous les points qui ont été énumérés pour recevoir les observations des citoyens puissent être effectivement fonctionnels pour qu'on n'assiste pas après à des plaintes. Que cette phase-là se déroule très bien pour que les élections à venir se passent dans un esprit paisible. Avec les différents acteurs au processus électoral, le président de la CEI s'est voulu rassurant. L'objectif légitime de tous nos efforts communs et individuels est de produire une liste propre et crédible. Le but final de cette détermination de nous tous est de contribuer à créer un processus électoral transparent et fiable. Les chiffres publiés par la CEI font état de 517 personnes déchues de leurs droits civiques et politiques retirées de la liste électorale de 2020 et 53 258 pour cause de décès présumés, également exclus de la liste. À ce jour, ce sont 8 16 796 électeurs qui sont inscrits sur la liste électorale provisoire. Un chiffre qui pourrait évoluer après la phase du contentieux. Voilà, c'était le dossier politique sur l'ouverture du contentieux électoral. Dossier réalisé pour vous par Sidonie Davila. Le PDCI et le PPACI ont prononcé une conférence de presse pour évoquer justement la liste électorale. Les deux partis demandent à la commission électorale indépendante de prolonger la date du contentieux afin de corriger quelques erreurs selon ces partis, quelques erreurs constatées sur la liste électorale provisoire. Éric Goury. C'est le siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire qui a accueilli cette conférence conjointe de deux partis d'opposition. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et le Parti des peuples africains, PPACI. Objectif, signaler certaines irrégularités et anomalies constatées sur la liste électorale provisoire. Mieux, plaider auprès de la commission électorale indépendante, CEI, pour prolonger la période du contentieux de 1 mois au lieu de 10 jours. En effet, la commission électorale indépendante a fixé la date du contentieux allant du 1er au 10 juin prochain pour recevoir les électeurs afin de corriger les erreurs constatées. Ces deux partis d'opposition estiment que la période devrait être prolongée pour plus d'efficacité. Ça me paraît quand même logique à obtenir la meilleure liste possible. Ça, c'est le droit de chaque parti politique. Et donc, nous exerçons notre droit. Notre souci premier, c'est de revendiquer et d'obtenir ce que nous cherchons pour la paix en Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA et le PPACI entendent unir leurs forces pour ces futures élections municipales et régionales prévues pour le 2 septembre prochain. Voilà, je rappelle donc que la phase du contentieux électoral est ouverte et vous l'avez entendu, les municipales et régionales auront lieu le 2 septembre prochain. Et les candidats du RHDP pour ces élections à venir ont été officiellement présentés aux militants. Il s'agit donc des candidats du RHDP de la région du Bélier. Ils ont été présentés à Toumoudi, chef-lieu des régions. Et notez que l'actuel président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, est candidat au conseil régional du Bélier. La présentation de tous ces candidats a été faite par Eugène Aka Awele, membre du présidium du RHDP. Kader Sogodogo. Jano Aoussou Kouadio, l'actuel patron du Sénat de Côte d'Ivoire, est présenté par Eugène Aka Awele
comme candidat du RHDP au conseil régional du Bélier. L'annonce a été faite aux militants sortis en grand nombre à Toumoudi. Les candidats pour les communes ont été également présentés. Toumoudi avec Théodore Nyamien Kounayao, Kokumbo, Faustin Kwame Noël, Tébissou, Germain Ndri, Ernest Ibrahima Diallo à Djekano, Kazmi Yao Boré à Tiendekro et l'ex-secrétaire d'État Brice Kwasi lui rempile à Didievi. Les armes sont affûtées. Ce choix est pour chacun de nous un choc de confiance et de légitimité. Nous mesurons à la fois l'honneur qui nous est fait et la responsabilité qui nous incombe pour assurer l'avenir de notre région et de nos communes respectives. C'est donc à ce titre que je suis particulièrement heureux de porter les couleurs du RHDP pour le bonheur des populations de la région du Bélier. Aller partout pour annoncer que moi, Aoussou, je suis candidat pour bien faire et candidat pour gagner, pour que la population de cette région puisse en bénéficier. Eugène Akaoulé, le chef de mission, sonne la remobilisation du RHDP dans la région du Bélier. Braves militants et militantes, l'heure de la mobilisation a donc sonné, l'heure de la victoire également. Demain commence aujourd'hui. Soyons tous debout avec notre président Alassane Ouattara, mobilisés derrière nos candidats, car ces candidats que je vous ai présentés sont ces hommes de confiance. Le schéma est connu. Dépôt de candidature à la Commission électorale indépendante, CEI. Après validation, va suivre la période de campagne. Les élections sont pour le 2 septembre, sensiblement dans 3 mois. Et on parle aussi développement dans ce 20. Le ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé, Gaussou Touré, a entamé une visite de travail dans les différents départements du district. Une tournée qui s'inscrit dans le cadre de l'élaboration d'un schéma directeur qu'il a d'ailleurs présenté à l'ensemble des populations de ce district. Boubacar Silla, Kada Sogodogo, nous en disent plus. Salle de réunion du conseil régional du Kabadougou à Odiéné. Réunion bilan de la tournée d'information et de lancement des travaux de l'étude du schéma directeur d'aménagement et de développement du territoire du district autonome du Denguélé. Une rencontre après une tournée initiée par le ministre-gouverneur Gaussou Touré qui explique aux populations les enjeux de cette initiative. Dans le cadre de l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement et de développement du territoire de l'ensemble du district, conduit par le Bureau national d'études techniques et de développement BNET, sous la supervision du ministère du Plan et du Développement. À travers ce schéma directeur-là, non seulement nous allons mettre en relief les potentialités du district, mais nous allons mettre en cohérence toutes les actions nécessaires à mener dans le district du Denguélé. Il s'agit de faire en sorte que les districts deviennent des pôles de développement économique. Pour qu'il y ait des pôles de développement économique, il faut qu'effectivement toutes les filières que nous avons, on puisse les réveiller. Les élus et cadres du district marquent leur adhésion totale. Ce vaste programme d'aménagement du territoire montre que le gouvernement ivoirien a beaucoup d'ambition, non seulement pour le Denguélé, mais pour tous les districts de Côte d'Ivoire. Collectivement, ce que nous avons à faire, c'est réinventer notre territoire avec la participation de tous. Le développement, il se va doucement mais sûrement, et avec le président Alassane Ouattara, il n'y a pas de mots lancés en l'air. C'est maintenant que le Denguélé aura une vision, c'est maintenant que l'harmonie viendra dans le processus de développement dans notre district. Invité de cette rencontre, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Il exhorte à une union sacrée autour des actions de développement. Le Denguélé doit être un exemple de rassemblement, d'union autour de son fils qu'est le président de la République, avec le fort espoir que ce rassemblement fasse tache d'huile. Madinani, Minigna, Kaniasso, Séguélon, Béléban, Samatigila et Odiéné sont les localités visitées lors de cette tournée. Objectif, élaborer un document d'orientation stratégique qui va servir de schéma directeur d'aménagement et de développement du district du Denguélé.
Il y a une très bonne nouvelle pour la natation ivoirienne. La piscine Dominique Ouattara de Bingerville, dont les travaux de rénovation avaient été lancés en mai 2021, a été inaugurée par le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, et son collègue de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré. Et on va terminer par le Sénégal, où le verdict est tombé ce jeudi 1er juin. L'opposant Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Les faits de viol et de menaces de mort n'ont donc pas été retenus par la chambre criminelle du tribunal de Dakar. La propriétaire du salon de massage écope également de 2 ans de prison ferme pour incitation à la débauche. Notez que depuis le début de cette longue procédure en février 2021, Ousmane Sonko a toujours dénoncé un complot pour l'écarter de la présidentielle sénégalaise prévue en février 2024. Un imposant dispositif de sécurité a été déployé dans la capitale sénégalaise. Voilà la fin de ce 20h. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir, le même sourire, demain 20h sur ce même plateau et bien sûr sur la même chaîne. Thank you.